Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de l'actualité en ce jeudi, jour de Conseil des ministres au Palais présidentiel. Des mesures adoptées, notamment le projet de collectivité inclusive et d'infrastructures rurales qui vise à restaurer la praticabilité en toute saison des routes non revêtues du réseau stratégique national. Mesures également contre le blanchiment de capitaux, le financement et la prolifération des armes de destruction massive. Le gisement pétrolier opéré par l'italien Eni, baptisé Baleine, est découvert en août dernier, démarre sa production. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à l'ouverture officielle de sa mise en production. Pour sa première phase, sa capacité actuelle est estimée à 18 000 barils de pétrole par jour. Qui pour s'asseoir dans le fauteuil qu'occupait feu Henri Konan-Bédié, l'ex-président du PDCI RDA. Nous le saurons le 16 décembre prochain lors du 8e congrès extraordinaire du parti. La bataille interne est engagée, plusieurs candidats en lice. Le sujet au centre de notre dossier politique à suivre. Mais avant, prenons tout de suite la direction du palais présidentiel, le Conseil des ministres et cette mesure forte arrêtée, à savoir l'adoption d'une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Jérôme Kofi-Aboulin. Une réunion avec comme point d'intérêt la marche inébranlable de l'État. Il s'agit du Conseil des ministres qui se tient toujours sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre de ce jeudi a introduit au nombre des décisions prises 2 projets de loi. Le premier est pris dans le cadre du combat à mener, entre autres, contre le blanchiment des capitaux. Le Conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance introduit dans la législation nationale la loi uniforme à l'ensemble des États membres de l'UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi uniforme, adoptée par le Conseil des ministres de l'UEMOA en mars 2023, intervient en réponse aux recommandations issues du second cycle des évaluations mutuelles du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme réalisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA en abrégé. En ce qui concerne le second projet de loi, il est relatif au nouvel accord de l'OIAC, Organisation interafricaine du café. Le nouvel accord de l'OIAC vise à répondre au mieux aux nouvelles problématiques apparues dans la filière caféière, notamment les questions de la qualité du café et de la durabilité de l'économie caféière qui se posent aux pays producteurs de café partie de cet accord. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier de l'apport de cet instrument important de coopération et d'intégration sous-régionale et de ces nouveaux mécanismes d'action pour le développement de notre économie cacaoyère. Le Conseil a également donné son accord pour répondre aux besoins financiers du rapport présenté sur le climat et l'environnement. Ce rapport est un outil de diagnostic des questions de changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre et de leur impact sur les principaux agrégats économiques en vue d'évaluer et d'établir les besoins financiers associés. Les prévisions du rapport sur la période 2023-2050 font état de l'augmentation de la température sous l'impulsion des changements climatiques de 1 à 4 degrés Celsius, de l'élévation du niveau de la mer de 30 cm et de précipitations de plus en plus irrégulières. Cette tendance pourrait entraîner des pertes annuelles moyennes du PIB de 3 à 4,5% entre 2023 et 2030, en augmentation au fil du temps pour atteindre
12,9% du PIB d'ici à 2050. Et avec de graves répercussions sur l'atteinte du statut de pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure que vise notre pays à l'horizon 2030. Il est bon de le rappeler, toutes ces décisions prises l'ont été conformément à l'ordre du jour comportant 20 points, dont 2 projets de loi, 9 projets de décret, 6 mesures individuelles et 3 communications. Le prochain Conseil des ministres est prévu le 6 décembre 2023. Juste après ce conseil, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le président directeur général du groupe ENI, spécialisé dans les hydrocarbures. Il a annoncé la mise en production du gisement pétrolier et gazier Baleine. On voit cela avec Jérôme Kofi-Abola. Le PDG de ENI, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi. Cette rencontre qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République a été l'occasion d'échanger sur le démarrage de la production du champ Baleine moins de 2 ans après sa découverte au large de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir de recevoir M. Derkalzi, le PDG d'ENI. Le groupe ENI a fait une grande découverte en Côte d'Ivoire que nous avons nommé donc, le gisement Baleine. Je l'ai déjà reçu il y a 2 ans à peu près. Quand il m'a dit qu'il allait pouvoir mettre en production le gisement Baleine, en disant, bon, je l'ai écouté sagement, mais je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, il vient me dire que c'est chose faite. Bravo à vous. C'est vrai ce qu'a dit le président. Quand on a fait la découverte était très importante, mais une chose c'est avoir une découverte, une autre chose c'est avoir le pétrole et le gaz produits. Et il faut dire qu'avec Baleine, avec ce gisement, on a fait vraiment un record dans l'industrie du pétrole. Depuis la découverte, en 23 mois, on a mis en production le champ, l'huile et le gaz. C'est clair que le pétrole est très important, mais le gaz est encore plus important pour le pays parce qu'il fait tourner les centrales électriques, il donne l'électricité, il donne la vie, il donne l'énergie au pays. Donc, ça, c'est la première phase. Et maintenant, je dis au président qu'il y aura une deuxième phase qui va rentrer en production, aussi la deuxième phase, avec des temps très rapides, parce que notre objectif, c'est de la mettre en production en 2024, donc la prochaine année, qui va plus que doubler la production du champ de Baleine. Et après, il y aura une troisième phase. Ça sera un peu plus long, parce que on parle de beaucoup de production. On parle à la fin d'une production tout mélanger, le brut et le gaz, qui peut éteindre autour de 200 000 barils par jour. Donc, une production vraiment formidable, parce qu'elle va mettre le pays dans les premiers producteurs d'Afrique. On est rentré dans un processus d'économie circulaire pour produire de l'huile végétale. Et on a parlé de la formation, donc un investissement vraiment important. Pour information, le gisement pétrolier Baleine a été découvert en septembre 2021. Et le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à l'ouverture officielle de la mise en production du gisement pétrolier. Pour sa première phase, sa capacité actuelle est estimée à 18 000 barils de pétrole par jour et environ 25 millions de pieds cubes par jour de gaz associé. Herman Guivet. Coupure symbolique de ruban, ouverture de vannes, la mise en production du gisement Baleine, désormais officiellement ouverte par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Le gisement Baleine, présenté comme la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie d'énergie en Côte d'Ivoire, mais également comme la première découverte commerciale réalisée dans le pays au cours des 20 dernières années. Cette découverte marque un tournant important dans l'histoire de l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire. L'impact de cette production est déjà ressenti par des milliers de foyers. ENI distribuait plus de 60 000 foyers améliorés en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi à compenser les émissions du projet. Ce programme se poursuit avec pour objectif
la distribution de plus de 300 000 foyers améliorés. Toutes les initiatives que nous menons en Côte d'Ivoire visent non seulement à améliorer l'accès à l'énergie, mais aussi à soutenir l'éducation, la santé, la création d'emplois et l'entreprise nouvelle, dans le but de réduire les émissions et l'impact sur l'environnement. Le ministre des Mines et de l'Énergie, Mamadou Songafoa Koulibaly, s'est réjoui de cette opportunité qui témoigne de l'excellente santé de l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire. Je voudrais, Excellence Monsieur le Premier ministre, au nom des acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière, vous prier de bien vouloir traduire au Président de la République nos remerciements et notre infinie gratitude pour l'attention toute particulière qu'il accorde au secteur des mines, du pétrole et de l'énergie depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Avec la découverte du gisement Baleine, les perspectives pour notre pays dans l'industrie pétrolière sont prometteuses. Les réserves de baleine sont certifiées aujourd'hui à 2,5 milliards de barils et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. D'ici l'horizon 2027, la production journalière de baleines atteindra les 200 000 barils jour, ce qui portera la production totale brute de notre pays à près de 250 000 barils. La production de gaz naturel de baleines atteindra dans les mêmes horizons 200 millions de pieds cubes jour. Au niveau de la qualité, le brut de baleine est classé parmi les meilleurs à l'international. Quant au gaz naturel associé, outre son pouvoir calorifique très élevé, il est d'une composition riche, permettant d'en extraire plusieurs sous-produits tels que le butane, le propane et le pentane, pour ne citer que ceux-là. Le gisement Baleine, un gisement de classe mondiale. Avec 18 000 barils produits par jour, l'on pourrait rapidement atteindre les 30 000 barils par jour, une montée en puissance avec un impact encore plus significatif, occasion pour le chef du gouvernement de rendre au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, hommage à toutes les compétences qui ont œuvré à la découverte de ce gisement. Je voudrais en tout premier lieu relever et saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a impulsé une accélération des efforts d'exploration du bassin sédimentaire ivoirien. Ce choix traduit l'ambition que les industries extractives, notamment le secteur pétrolier, contribuent à une croissance inclusive et durable. Le partenariat de notre Société nationale Petroci avec Eni est l'une des clés du succès enregistré. Je voudrais féliciter la direction générale et l'ensemble du personnel de Petroci pour leur expertise et leur dévouement. Je puis vous assurer que la société continuera de bénéficier de toute l'attention et de l'appui du gouvernement. Pour nous, Africains, la transition énergétique ne saurait se faire selon des approches qui conduiraient à laisser nos populations vivre dans la pauvreté alors que nous disposons d'autant de richesses naturelles. Nous en appelons à l'adoption d'approches plus justes, plus solidaires et plus équitables. Je voudrais rappeler le grand rêve du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de voir la Côte d'Ivoire intégrer le rang des grands pays producteurs de pétrole en Afrique dans un très proche avenir. Nous démontrons aujourd'hui que cela est plus que jamais possible. Plusieurs personnalités ont été élevées au rang de commandeurs de l'ordre du mérite ivoirien et autres distinctions pour leur engagement au service du développement du secteur des mines et de l'énergie en Côte d'Ivoire par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé.
Le Premier ministre a également accordé ce jeudi à la primature une audience à une importante délégation du Ghana Cocoa Board, la structure sud-ghanienne du Conseil Café-Cacao, au centre des échanges, le renforcement du pacte économique pour un cacao durable. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux seuls plus des 2/3 de la production mondiale de cacao. Les deux pays, depuis quelques années, unissent leurs forces pour améliorer les revenus de leurs producteurs. Car sur un marché de près de 10 milliards de dollars, seulement 6 milliards sont captés par les agriculteurs. Ce jeudi à la primature, le Premier ministre Robert Begley-Mambé reçoit une importante délégation du Ghana Cocoa Board, présente à Abidjan dans le cadre des rencontres périodiques de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. L'idée était vraiment de venir saluer le Premier ministre afin de partager les résultats des assises qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi passer en revue l'état de la filière dans nos deux pays, le marché, où nous en sommes, mais aussi comprendre des nouveaux axes auxquels les deux pays devraient réfléchir, comme la recherche, comme l'impact du climat sur le cacao. Mais tout ça dans l'objectif principal de la vision des deux chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le président du Ghana, le président Nana Akufo, pour une amélioration des revenus des planteurs. Le chef du gouvernement dit sa volonté de voir renforcer la méthodologie des travaux en vue de résultats plus impactants pour les producteurs. Nous avons pris la décision de nous engager sur des chantiers communs. Il est bon que ces rencontres périodiques nous aident à configurer notre approche et notre méthodologie. Rappelons que ce jeudi s'est tenue la 5e réunion ordinaire du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana. On en vient au salon des maires et des collectivités locales de Paris. Une quarantaine de maires ivoiriens sur place pour un partage d'expériences et surtout bénéficier de ce qui est fait ailleurs pour le bonheur de leur population, nous apprend Hamza Diaby. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire n'a pas voulu manquer ce rendez-vous. Elle est fortement représentée à ce salon des maires et des collectivités locales Paris 2023. Le maire, Paulin-Claude Danhaut, conduit la délégation. Nous sommes là pour élargir les sillons d'une coopération bilatérale forte, initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue français, Emmanuel Macron. Et nous sommes là pour faire vivre la diplomatie des villes et des territoires, parce que c'est quand les peuples se connaissent, quand leurs gouvernants, les élus, sont capables de développer des partenariats féconds que l'histoire se construit. Les maires de Côte d'Ivoire se disent chanceux d'avoir pu effectuer le déplacement de Paris. Et pour eux, ce salon est une véritable opportunité. Nous devons trouver des mécanismes de pouvoir mobiliser des ressources, notamment à travers des partenariats publics-privés. Et ce salon est aussi l'occasion de pouvoir consolider le réseau qu'on peut avoir, tisser des relations avec des partenaires, de manière à pouvoir financer les projets qu'on veut structurer dans notre belle commune. Quand j'ai fait le tour du salon, je vois que c'est dans la vision de notre président de la République. Tout y est. Digitalisation, développement, tout ce qu'il a décidé pour les communes, on retrouve cela au niveau de ce salon. Donc on n'est pas perdu. On sait ce que nous devrons faire. Et nous pensons que nous allons nous atteler à mettre en œuvre tout ce que nous avons vu ici. C'est une occasion pour nous d'échanger sur les plans stratégiques de développement et sa mise en œuvre, les différents enjeux de développement que nous avons identifiés qui concernent l'environnement, les infrastructures qui concernent l'économie et évidemment les questions de cohésion sociale. La femme et la jeunesse sont aussi des préoccupations importantes. Donc c'est autour de toutes ces questions que nous sommes là pour échanger avec nos collègues de France. Nous espérons bénéficier de toutes les innovations en matière de gouvernance locale, des services publics français qui sont sur ce stand et pouvoir améliorer notre gouvernance propre au niveau de nos communes. Ce 105e salon des maires et des collectivités locales est aussi une occasion pour Paulin-Claude Danhaut d'inviter l'ensemble des maires de France, d'Afrique et du monde à la prochaine édition du Salon des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, prévue au Parc des Expositions d'Abidjan les 5, 6 et 7 septembre 2024. Nous bénéficions désormais en Côte d'Ivoire
d'un parc d'exposition qui n'existait pas par le passé. Donc ce type d'organisation est maintenant possible dans notre pays. La Côte d'Ivoire assure un leadership assez fort dans la sous-région et donc est capable de porter ce type d'initiative. Jeudi que le salon a refermé ses portes en présence de la première ministre française Elisabeth Borne. Adama Bictogo, Kandia Camara et le président de l'UVICOSI dans Paulin ont répondu présents à cet événement si enrichissant pour eux. Le maire de Yopougon, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a profité de son séjour parisien pour échanger avec la présidente de l'Assemblée nationale de la République française. Des échanges fructueux qui ont porté essentiellement sur la coopération de leurs deux institutions. Les élections partielles s'ouvrent aujourd'hui. La commission électorale indépendante CEI a procédé hier à la remise de spécimens aux candidats. Éric Goré. Ces candidats concernés par ces élections partielles échangent avec le président de la commission électorale indépendante. Ils sont là pour une mise à niveau qui leur permettra de maîtriser le déroulement de ce processus électoral. Occasion pour le président de la commission électorale indépendante de répondre aux différentes préoccupations. Le candidat peut être contre vous, mais si la population est pour vous, c'est elle qui va vous élire. Donc le défi majeur se trouve au niveau de la population et non au niveau des candidats. Vous avez beau jeu de vous lancer des pics, mais il faut que ça reste dans la limite de la courtoisie. Koulibaly Kouibière en a profité pour sensibiliser son auditoire. Les élections passées, nous avions eu 3 actions où des gens ont pris par devers eux l'initiative malheureuse de s'attaquer à la commission électorale indépendante. Mais cette fois-ci, on a saisi les juridictions. C'est ainsi que les personnes ont été condamnées. Ne soyez pas porteurs de guerre et de violence. Parce que si par votre faute, on prend l'enfant de quelqu'un en train de porter atteinte à l'intégrité physique ou matérielle même, en général, à la commission électorale indépendante, nous aussi, nous avons des droits, on n'a pas que des obligations. La campagne électorale pour cette élection partielle s'ouvre le jeudi 23 novembre à minuit. Et c'est pour bien faire les choses que les spécimens ont été remis aux candidats. Ils seront donc autorisés à prendre les rues, les artères et les places publiques très bientôt pour proposer leur projet aux électeurs. La bonne gestion des ressources en eau, c'est ce que souhaite le ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba a exhorté les populations lors de la cérémonie officielle de la 8e édition de la Semaine nationale de l'eau, co-présidée avec le ministre Bouaké Fofana. Frédéric Oulaye, Didier Nguessan. La menace sur l'eau est réelle. En témoignent les effets des variations climatiques et aussi l'action humaine à travers l'exploitation illégale des ressources minières à l'origine de la pollution de l'eau. Réunis à l'occasion de la 8e édition de la Semaine nationale de l'eau, les experts et acteurs en eau réfléchissent sur la gestion des ressources en eau. Les différentes journées de réflexion qui sont déroulées ont eu à faire plusieurs recommandations. Il y en a qui concernent le cadre réglementaire et juridique, c'est-à-dire la mise en œuvre du Code de l'eau avec tous ces textes réglementaires. Il y a des mesures également qui concernent la recherche de financement, mais surtout ce qui peut être des leviers sur lesquels on peut appuyer pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est de multiplier les projets et programmes dans le secteur. Le ministre des Eaux et Forêts appelle à la mise en pratique de ces recommandations pour une gestion efficiente des ressources en eau. Conformément à l'agenda de l'Union africaine, Laurent Tchagba exprime l'engagement de la Côte d'Ivoire traduit par l'adoption de plusieurs réformes, notamment le nouveau Code de l'eau. Tous les Ivoiriens doivent faire l'effort pour que dorénavant, aucune goutte d'eau ne soit polluée par l'orpaillage illégal. Le gouvernement a pris un engagement pour que d'ici l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire puisse avoir un couvert forestier qui représente 20% du territoire national. Ce qui va nous permettre de garantir la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une pluviométrie agréable. Et cette pluviométrie permettra de garantir de l'eau en quantité, en qualité, pour que l'eau disponible peut être traitée pour donner de l'eau potable aux populations. L'eau que nous prenons, nous avons la traiter avant de la servir aux consommateurs. Si cette eau n'a pas de qualité,
son traitement coûtera plus cher et l'eau reviendra plus cher à tout le monde. Aujourd'hui, l'eau potable est subventionnée par le gouvernement, que nous devons donner de l'eau à tout le monde et à des coûts raisonnables. Les ministres Laurent Tchagba et Bouaké Fofana, ministres en charge de l'hydraulique, entendent porter le combat contre les effets du changement climatique et les actions de pollution de l'eau. En économie, l'accord de libre-échange intérimaire signé en 2016 entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne fonctionne bien dans l'intérêt des parties prenantes. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan de la Commission nationale de suivi de cet accord tenu à Grand-Bassam. Dangui. Les produits ivoiriens ont un accès libre au marché européen et cela est à mettre compte de la bonne santé des accords de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, selon cet expert de la question. Dès la signature au 1er janvier 2008, la partie européenne avait ouvert son marché à 100%, pourvu que les produits que nous exportons sur son marché proviennent effectivement de la Côte d'Ivoire. Donc 100%, tous nos produits vont sur le marché européen. Maintenant, il appartenait à nous, la partie Côte d'Ivoire, de faire la réciprocité en ouvrant nos marchés. Et nous avons commencé depuis le 1er janvier 2019. La première phase est passée. La deuxième phase aussi a été faite donc, le 1er janvier 2021. Et nous nous préparons activement justement pour la quatrième phase qui va commencer et justement le 1er janvier 2024 à venir. Cette annonce a été faite récemment lors du séminaire bilan de la Commission nationale de l'accord de partenariat économique intérimaire. Le 1er juin 2023, la Côte d'Ivoire mettait en pratique le nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules. Il venait répondre aux défis de fiabilité voulus par le gouvernement à travers le ministère des Transports. Un système qui est appelé à s'étendre à tout le pays. Pour les usagers de Bouaké, deuxième ville du pays, c'est désormais une réalité. Les nouvelles plaques de véhicules et de motos sont conçues et posées sur place. Le lancement a été fait par le directeur général du guichet unique automobile, représentant le ministre des Transports, Amadou Kouné. Et maintenant, notre dossier politique. Qui pour s'asseoir dans le fauteuil qu'occupait feu Henri Konan Bédié, l'ex-président du PDCI RDA. Nous le saurons le 16 décembre prochain, lors du 8e congrès extraordinaire du parti. La bataille interne est donc engagée. Plusieurs candidats en lice, tout sur le profil des candidats dans ce dossier politique de Konaté Moussa. La ferveur monte au siège du PDCI RDA ce vendredi 17 novembre, dernier jour pour le dépôt des candidatures à la présidence du parti. En début de journée, Tidiane Thiam est reçu par le comité électoral avec ses dossiers. Après lui, Jean-Marc Yassé, l'actuel maire de Cocody, suivi du secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikawi. Nous sommes venus parce que c'est une candidature par devoir. Je voudrais remercier ces jeunes qui ont eu l'initiative et qui sont venus me chercher pour dire qu'après le départ inattendu, brusque du président Bédié, dont nous étions en train de préparer le plébiscite en octobre, tu ne peux pas ne pas être candidat. On a tous beaucoup de choses. Il y a des réformes à faire pour notre parti. Il y a ce que le président a mis en place, comment nous devons encore continuer dans ses pas et essayer d'améliorer à notre petit niveau pour faire du PDCI un parti fort. Et ensemble, comme on dit, nous allons au combat et aux différents combats du parti. Je viens, comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, de déposer ma candidature à la présidence du PDCI RDA. Il faut que vous compreniez la signification de ce geste pour moi. J'ai dit que j'étais candidat au service, candidat à servir les militants du PDCI RDA. Voilà le sens du geste que je viens d'accomplir. En fin de soirée, du même vendredi, c'est au tour de l'ancien ministre Moïse Koumé Koufi. Si nous respectons la chaîne des générations et si nous essayons d'encadrer tous ces jeunes pour 2025, voire les protéger dans certains cas, alors seulement nous aurons fait œuvre utile pour la Côte d'Ivoire et à la mémoire du président Bédié. Et c'est pourquoi j'ai accepté de venir déposer ma candidature. La veille jeudi, l'ex-maire de la commune du Plateau Noël Akossi Benjo avait déposé sa candidature. Au stade d'aujourd'hui, tous les documents demandés ont été remis. Il leur appartiendra de les analyser et qu'à la suite,
nous pouvons avoir le retour pour continuer notre marche vers la présidence de notre parti. 5 candidats, des cadres et personnalités à la conquête du poste de président du PDCI-RDA. Une palette de choix donc offerte aux congressistes. Cette dynamique qui s'empare du PDCI à l'approche du congrès extraordinaire électif est d'abord à saluer. Parce que ça démontre que le PDCI est un parti qui regorge de cadres compétents qui veulent diriger cette formation politique. Quand on voit M. Akosi Bengio, il était le leader des rénovateurs, donc il y a longtemps qu'il aspire diriger le PDCI, faire bouger les lignes à l'interne, donc sa candidature ne surprend pas trop. Guy Kawe, depuis l'époque Oufoué, quand même, il apparaît un peu l'homme de tous les combats du PDCI, qui voudrait bien continuer après Bédier, ça c'est un peu les classiques. Et c'est les grandes familles qui reviennent. Le grand-père était là aux premières heures avec Félix Houphouët-Boigny. Le petit-fils est maire de Cocody, c'est la continuité des grandes familles du PDCI. Tidiane Thiam, déjà Binet à 31 ans, ministre autour de 35 ans. Et puis tout le CV qu'on lui connaît à l'international, qui revient aujourd'hui. Et enfin, le dernier, M. Komoui, qui est moins connu, mais lui aussi faisait partie des rénovateurs, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est plus ou moins des personnes qui, depuis un certain moment, soit ont voulu eux-mêmes diriger ou bien jouer des rôles clés. Qui pour succéder à Henri Konan Bédié, quel est le profil idéal de la personnalité pour assurer la présidence du plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire? Des militants donnent leur avis. Succéder à son excellence Aimé Henri Konan Bédié n'est pas chose facile. Le futur président du PDCRDA doit connaître l'appareil politique. Il doit être un grand rassembleur. Il doit également connaître les arcanes de la politique ivoirienne. Quand vous voyez les critères qui ont été énoncés par l'article 41 de nos statuts, vous vous rendez compte que ce sont des critères qui mettent l'accent sur la loyauté, sur l'engagement, sur la discipline, mais sur aussi la bonne probité, sur l'expérience. Donc il faut vraiment que le candidat qui va succéder au président Henri Konan Bédié puisse avoir ces critères qui ont été énoncés par les tests du parti. Succession de feu le président Henri Konan Bédié à la tête du PDCI-RDA. La bataille interne est donc engagée. L'un des enjeux de cette élection demeure la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Selon leur test, il y a une convention qui est prévue, je crois, à 6 mois de la présidentielle pour choisir le candidat. Le président du PDCI n'est pas d'office le candidat à la présidentielle. Aucun test n'empêche le président du PDCI de postuler pour être le président de la Côte d'Ivoire. Il serait plus intéressant de prendre quelqu'un pour se concentrer sur le parti, et il serait intéressant de trouver une personne à qui nous allons donner pour mission d'aller chercher la présidence de la République. Les militants du PDCI sont interpellés. C'est à eux de choisir leur candidat pour 2025. Et je pense que ce candidat-là doit être celui qui sortira des urnes le 7 décembre prochain. Le PDCI-RDA se prépare donc à écrire une nouvelle page de son histoire. Le successeur du président Henri Konan Bédié sera connu le 16 décembre prochain à l'issue du 8e congrès extraordinaire. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, c'est officiel et c'est signé. La MONUSCO va entamer très prochainement son retrait de la République démocratique du Congo. Le document a été signé le 22 novembre 2023 entre le vice-premier ministre congolais, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et la représentante spéciale en RDC du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission de l'ONU dans le pays, MONUSCO, Bintou Keïta. Et ce retrait va commencer dès le mois de décembre 2023. Et puis l'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens interviendra demain, vendredi 24 novembre à partir de 7h. Le Qatar, acteur des pourparlers, l'a annoncé ce jeudi 23 novembre et le Hamas l'a confirmé. Dans la bande de Gaza, les combats meurtriers se poursuivent. Les femmes et les enfants sont les premières victimes. Selon l'ONU, une grave crise humanitaire sévit avec notamment le déplacement de plus de 1,7 million des 2,4 millions d'habitants de Gaza. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Bonsoir.